¿Aló? West Newton Police Station? Oh, óigame. Hay dos hombres aquí que están locos y yo creo que debe de mandar a alguien inmediatamente, porque si no se apuran van a matar a alguien. And that's the trouble. Come quick. Ladies and gentlemen. Vous écoutez Close-Up Dramatique, le balado sur les actrices de l'âge d'or d'Hollywood. Après avoir déménagé à Hollywood afin de mener une carrière d'actrice, Lupe Velez deviendra rapidement une habituée des couvertures de magazines. Si elle brille à l'écran, ses histoires d'amour tumultueuses et sa jalousie excessive attirent l'attention. Elle crée son dernier coup d'éclat en mettant en scène son suicide en décembre 1944. Nouvel épisode très intéressant aujourd'hui puisqu'on parle de la première Mexicaine à avoir fait carrière à Hollywood, Lupe Velez. Elle a eu une belle carrière au cinéma, mais ce qui a attiré le plus l'attention des médias, c'est ses relations amoureuses très compliquées qui ont parfois failli finir en véritable drame. Lupe Velez avait un grave problème de jalousie qui l'a mené à agir de façon très violente. Sa relation d'amour qui a fait le plus jaser est avec le très célèbre Gary Cooper, qu'elle a presque tué par jalousie. En plus de sa vie personnelle très tumultueuse, la mort de Lupe Velez est entourée d'un certain voile de mystère. Je vous en dis pas plus pour le moment. Avant de commencer avec la vie et la carrière de Lupe Velez, je tiens à saluer mes auditeurs français ainsi qu'espagnols, toujours au rendez-vous. Merci à tous d'être à l'écoute, c'est tellement apprécié. Maintenant que les salutations sont faites, Lupe Velez. Née dans la ville de San Luis Potosí, à Mexico, le 18 juillet 1908, Maria Guadalupe Villalobos Velez fait partie d'une famille assez nombreuse. Elle a 3 sœurs ainsi qu'un autre frère. Selon plusieurs sources, elle serait la plus jeune de la famille, mais ça reste incertain. La future actrice naît dans une famille assez fortunée, qui peut se permettre un certain mode de vie de luxe. Il vivrait dans une maison de 2 étages avec de grandes pièces et une terrasse permettant de donner certaines soirées sous la lune. Un cadre qu'on pourrait vraiment décrire comme étant idyllique. Son père, Jacobo Villalobos Reyes, est un colonel des forces armées. En 1908, le Mexique est toujours sous le régime de la dictature de Porfirio Díaz, qui est à sa tête depuis 1876. Sa mère, Josefina Velez, elle est une chanteuse d'opéra assez reconnue qui a souvent les premiers rôles dans des productions mexicaines. Selon certains biographes de Lupe Velez, Josefina aurait même tenté sa chance ailleurs qu'au Mexique, mais aurait toujours été découragée par des échecs. En 1910, la révolution mexicaine éclate et ça va donner un grand coup à la fortune de la famille. Même si le père fait partie de l'armée, la fortune de la famille s'abaisse lentement puisque la mère ne trouve plus d'emploi dans le monde du spectacle, étant considérée comme une alliée à la dictature exercée à l'époque. Craignant pour leur famille, les parents vont envoyer leurs enfants étudier à l'étranger. La future star est envoyée à San Antonio au Texas où elle est admise à l'Our Lady of the Lake, qui est aujourd'hui une université. l'Our Lady of the Lake est à l'époque une école catholique et très réputée pour avoir une discipline assez sévère. Selon plusieurs sources aussi, les parents de Lupe auraient décidé de l'envoyer dans une école catholique et sévère afin de calmer ses ardeurs. Dès son enfance, le caractère très impulsif de Velez se fait remarquer. On dit qu'elle n'a pas peur de se battre avec les garçons, parfois beaucoup plus vieux qu'elle. Lupe est une élève que très peu intéressée par l'école, ses notes scolaires sont plutôt ordinaires et elle montre un comportement qui peut être assez problématique.
On la dit très autoritaire et très souvent arrogante envers les enseignants. Elle cause beaucoup de problèmes aux religieuses ainsi qu'à ses camarades. Elle développe aussi un amour pour la langue anglaise et a un intérêt très pointu envers la danse. Malheureusement pour Lupe, ses parents ne peuvent plus payer son éducation à l'extérieur du Mexique et elle doit revenir dans son pays natal, tout comme ses autres sœurs ainsi que son frère. Quand elle revient au Mexique, elle retrouve une famille complètement changée. Le père a quitté la maison familiale afin d'aller combattre et d'aider le régime de la dictature et n'est que très rarement là. Elle retrouve aussi une mère sur le bord de l'épuisement, ne dormant plus par peur de voir des soldats arriver lui annonçant la mort de son mari. Durant la Révolution mexicaine, c'est près d'1 million de personnes qui seront tuées sur une population qui, à l'époque, est à peine de 15 millions. Lupe va être témoin de l'extrême violence de la Révolution puisqu'elle se retrouve souvent dans les rues lorsqu'il y a bataille. Elle voit également des gens tenter de tuer son père à plusieurs reprises et elle voit son père tuer plusieurs personnes aussi. Elle va rester traumatisée de toutes ces violences. C'est peut-être de ce temps très mouvementé qu'elle tient son tempérament très volcanique. Vous allez comprendre au cours de cet épisode. À un certain moment, Josefina, la mère, va se trouver un emploi dans une manufacture et va demander à ses enfants d'y travailler aussi, afin d'aider l'économie de la famille. Lupe y travaille alors, mais on dit qu'elle est une très mauvaise employée, ne pensant qu'à s'amuser et donnant un très mauvais service client. Lorsque la nuit tombe, après une longue journée à la manufacture, Lupe sort dans les boîtes de nuit du Mexique et admire celles qui sont sur la scène. Je l'ai dit plus tôt, la jeune Lupe Velez a un tempérament assez fort, ce qui fait qu'au milieu des années 20, alors qu'elle n'a même pas 18 ans, elle demande de travailler comme danseuse dans des revues. Elle obtient rapidement un travail de soir, étant une assez bonne danseuse. Elle performe alors sous le nom de Lupe Villalobos, le nom de famille de son père. Très heureuse de ce nouvel emploi qui lui permet de s'amuser toute la nuit, Lupe se fait rapidement un nom dans le milieu des clubs mexicains. Son père va finalement revenir pour de bon de la guerre, mais lorsqu'il apprend que sa fille performe la nuit, parfois dans des cabarets miteux, il est furieux. Il tente de l'empêcher, mais la jeune femme est certaine, son avenir est là, sur les planches, et rien ne va l'arrêter, surtout que son nom est déjà reconnu et commence à faire concurrence à d'autres danseuses déjà bien établies. Après une nouvelle dispute avec son père au même sujet, elle décide de prendre le nom de sa mère, soit Velez. Elle devient alors Lupe Velez. En 1924, alors âgée d'à peine 16 ans, Lupe Velez fait la rencontre de Maria Conesa. Maria Conesa est l'une des vedettes mythiques du Mexique, ayant joué dans plusieurs revues au cours de ses nombreuses années de carrière. En plus de ses occupations de danseuse et d'actrice, Conesa produit souvent des spectacles qui font à chaque fois salle comble. Elle lance des talents et des carrières à travers tout le Mexique. Lupe et Maria se rencontrent grâce à Josefina Velez, ancienne chanteuse d'opéra qui a souvent côtoyé la très réputée star mexicaine. Maria Conesa va être très impressionnée par les qualités artistiques de la jeune Lupe. Elle va lui donner un petit rôle dans sa nouvelle production, La Gatita Blanca, où elle y chante « Oh Charlie, my boy » et y danse une nouvelle mode, le shimmy. L'année suivante, en 1925, elle rejoint une troupe de revue au Regis Theatre où de grands spectacles s'y préparent. Même si elle n'a pas encore 20 ans, le nom de Lupe Velez est reconnu à travers le pays entier. Sur scène, elle dégage un certain charme, enrobé dans une certaine arrogance ainsi qu'un air plus hautain qui semble la rendre inaccessible, ce qui charme immédiatement le public. Au cours de la même année, elle participe à plusieurs concours de talent, mais même si elle est renommée à travers le pays, elle ne réussit jamais à remporter la première place. Au bout de plusieurs déceptions, elle aurait tenté de se suicider, mais ça, ce n'est que de rumeurs portées par la légende de Lupe Velez. Après 1 an et demi au Regis Theatre, elle décide de quitter la troupe afin de rejoindre celle du Teatro Principal. Durant les années 20, le Teatro Principal est l'un des théâtres les plus importants du Mexique, présentant des pièces de renom avec des artistes très reconnus. Lupe y est engagée pour 100 pesos par jour, ce qui est une somme équivalente à environ $10 par jour.
un montant assez important pour l'époque et l'endroit. Malheureusement, quelques mois après avoir été engagée, elle est congédiée à cause de son attitude. On dit qu'elle est toujours très arrogante et n'a pas peur d'insulter ses collègues et de prendre une trop grande place sur scène. Au cours de ces quelques mois, ces nombreuses disputes ont effectivement alimenté les médias locaux. Par la suite, la jeune femme ne signera pas de contrat de longue durée avec les théâtres et les productions, apparaissant en grande vedette d'un soir seulement. Le nom de Lupe Vélez résonne dans tout le Mexique et est synonyme de beauté saisissante et de talent. Mais au cours de l'année 1926, Lupe Vélez va recevoir un télégramme qui va changer sa vie ainsi que ses ambitions à tout jamais. The reason why I signed up, there were things that I wanted to see. I got visions of a place, a ukulele loving place, where every hula hula maiden loved to dance in a manner so free. You've seen them in action, in all the travel books, and yet the main attraction, each book just a balloon. They always mention. En 1926, Lupe Vélez est une artiste de la scène très reconnue dans tout le Mexique, admirée pour son immense beauté et sa sensualité débordante. Mais tandis qu'elle se donne en spectacle un peu partout, elle ne se doute pas une seconde qu'en coulisses, Hollywood a les yeux braqués sur elle. Durant l'une de ses performances, Frank A. Woodward, un promoteur américain, a été charmé par la jeune femme. Sachant que son ami Richard Bennett est à la recherche d'une actrice pour son prochain film afin de jouer une chanteuse mexicaine, il recommande le nom de Lupe Vélez. Woodward envoie aussi à Bennett des photos de la jeune femme et l'invite au Mexique afin de voir son talent. Le producteur ne s'y rendra pas cependant, étant déjà convaincu par les clichés. Il obtient alors l'adresse de Vélez et lui envoie un télégramme où il lui demande de se présenter le plus tôt possible à Los Angeles afin d'apparaître dans The Dove, le dit film où elle jouerait une chanteuse mexicaine. Prévoyant d'aller performer à Cuba, Lupe, en recevant le télégramme, change ses plans. Elle est plus qu'excitée par cette nouvelle et mentionne à son père que c'est son emploi de nuit qui lui ouvre les portes des États-Unis. Cet emploi qu'il déteste tant et désire tant voir sa fille changer d'idée. Elle fait donc ses bagages dans l'excitation et se rend le lendemain aux frontières. Âgée seulement de 17 ans, on lui refuse l'entrée au pays. N'ayant que le télégramme de Bennett comme preuve de son emploi et étant trop jeune pour entrer seule aux États-Unis, il lui est impossible d'y accéder. Sur le trajet du retour, la jeune femme est dévastée et, selon ses dires, a pleuré des océans. Revenue chez elle, inconsolable, Lupe défait ses valises et se remet à chercher des emplois dans les cabarets. Mais la nuit porte conseil et le lendemain de ce drame, Lupe Vélez est déterminée à rentrer aux États-Unis. Elle fait donc appel au gouvernement des deux pays, stipulant qu'elle est une star mexicaine désirant faire rayonner son pays à l'étranger. Toutes ces démarches vont porter fruit et les États-Unis laisseront finalement entrer l'artiste de scène. À son arrivée à Los Angeles, Vélez se rend immédiatement chez Bennett. Mais à son arrivée, l'attend une nouvelle déception. N'ayant eu aucune réponse de la jeune femme, Bennett s'était fait à l'idée qu'elle ne viendrait pas et avait finalement choisi une autre actrice pour jouer dans son film. Déçue et ne sachant plus quoi faire, Vélez décide alors d'errer dans les rues de Los Angeles. Elle y rencontre Fanny Brice, aussi appelée Fania Brice, une comédienne. Fanny Brice a raconté à de nombreuses reprises sa première rencontre avec Lupe Vélez. Elle décrit une femme au charisme incroyable et une beauté à intimider les plus solides de ce monde. Elle dégageait vraiment quelque chose de très fort. Brice va aider Lupe à avoir un nouvel emploi en terre américaine à New York, toujours dans des revues. Encore une fois, alors qu'elle est en train de faire ses valises, elle reçoit une offre afin de passer un screen test chez la MGM, l'une des plus grandes compagnies de cinéma au monde. Suite à ce screen test, Hal Roach lui offrira un second rôle dans le court-métrage Sailor Beware, un film où on y retrouve le duo comique Laurel et Hardy.
Hal Roach est l'un des producteurs de films les plus réputés durant les années 20 et 30. J'en ai déjà parlé dans l'épisode de Catherine Grant, l'actrice qui après des débuts très prometteurs a sombré dans une démence. Épisode que je vous invite à aller écouter si c'est pas déjà fait. Son passage éclair dans Sailor Be Aware sera un coup de foudre cinématographique. Elle transperce l'écran, charmant chaque personne voyant le court-métrage. Roach lui offrira un nouveau rôle, cette fois-ci plus important, dans What Woman Did For Me. La Mexicaine vole la vedette à ses collègues. Soudainement, le nom de Lupe Velez est sur toutes les lèvres. Ses récentes apparitions, aussi courtes soient-elles, ont fait beaucoup de bruit à Hollywood et Douglas Fairbanks, acteur et producteur, souhaite la rencontrer. À ce moment-là, Fairbanks prépare un nouveau film, The Goat Show, qu'il aimerait bien voir en grand succès au box-office. Impressionné par Lupe, Fairbanks lui fera passer un test de caméra pour ce film. Selon la légende, le test n'étant même pas terminé, l'acteur et producteur auraient engagé Velez sur le champ, convaincu que c'était celle qu'il lui fallait. C'est The Goat Show qui lancera Lupe Velez définitivement sur le chemin de la gloire. Avec le film, elle vole presque la vedette à Fairbanks, reconnue à travers le monde. Les critiques écrivent majoritairement sur la jeune femme qui n'a pas encore 20 ans. Elle devient la nouvelle sensation du moment, celle que tout le monde s'arrache. Sur le tournage de Goat Show, un premier incident survient. Lupe Velez, à son arrivée aux États-Unis, s'était acheté un chien pour combler une certaine solitude, et elle l'emmenait partout avec elle, le laissant souvent dans sa petite loge lorsqu'elle devait tourner des scènes. Un jour, en retournant à sa loge, elle remarque que son chien n'est plus là. Elle va donc voir l'agent de sécurité afin de lui demander s'il a aperçu le chien. L'agent de sécurité va répondre que oui, et il sait où il se trouve. La jeune actrice va donc lui demander de l'emmener à son chien. C'est alors que le gardien de sécurité prend la jeune femme par la taille et lui demande quel genre de gâterie elle serait prête à lui faire afin de retrouver son compagnon. Très choqué par ce comportement et avec raison, Lupe va se mettre à gifler l'agent, puis une bagarre va se déclencher. C'est finalement Douglas Fairbanks qui va les séparer avant que Lupe retrouve son chien enfermé dans une autre loge. Je trouvais l'anecdote assez intéressante qui démontre bien le caractère de l'actrice. Elle était pas soumise aux hommes comme malheureusement certaines actrices de l'époque. En dehors des studios de cinéma, certains clubs de nuit ont entendu dire que Velez savait danser de façon sublime et l'engage alors en tant que grande vedette de soirée. En apparaissant dans The Goat Show et en étant la nouvelle sensation, les boîtes de nuit débordent de gens désirant voir danser celle qui transperce l'écran. Elle devient alors une véritable star de la nuit, également à Hollywood. Mais son caractère bouillant et arrogant refait quelquefois surface, même si elle tente de garder une certaine réputation de jeune femme douce et gentille. Certaines de ses collègues de boîte de nuit racontent que parfois, sur le bord d'une crise, il lui arrivait de casser, par accident, entre guillemets, un objet à proximité d'elle avant de sortir se calmer et de revenir toute souriante comme si rien ne s'était passé. Après être apparu dans quelques autres films, on surnomme désormais Lupe Velez comme étant la tornade mexicaine, faisant référence à la fois à ses rôles au cinéma et à son tempérament de plus en plus colérique et instable. Sur le tournage de Lady of the Pavement en 1929, on raconte que plusieurs incidents sont survenus. Un en particulier a marqué les esprits. Alors qu'un caméraman tentait de faire une prise sur Velez, elle se serait alors approchée et jeté la caméra au sol. N'étant pas satisfaite de son angle de caméra ainsi que de la plupart de ses plans, elle aurait demandé à ce que toute l'équipe technique soit changée. Une demande évidemment impossible à réaliser. Velez se serait alors enfermée dans sa loge et se serait mise à crier et à hurler, détruisant quelques objets sur son passage. À son retour sur le plateau, elle aurait été toute souriante et reposée. Déjà en 1929, elle présente certains signes d'un caractère qui peut devenir violent. Elle était vraiment impulsive, j'ai l'impression. Elle était aussi imprévisible. J'imagine que les gens qui travaillaient avec elle devaient toujours marcher sur des œufs. Toujours en 1929, l'industrie du cinéma est en transition vers le cinéma parlant.
Le muet perd constamment en popularité et comme je le dis souvent sur le balado, c'est souvent le chant du cygne de certaines stars du muet, aussi grandes soient-elles. Plusieurs de ces stars voient leur carrière se terminer à cause de leur voix que les producteurs ne jugent pas assez bien pour le parlant. Plusieurs producteurs de l'époque vont d'ailleurs dire que la carrière de Velez va se terminer à cause de cette transition, ayant un certain accent mexicain. Par contre, ça va faire un peu comme Greta Garbo. Son accent va jouer un rôle important dans son succès. Ça lui donne un petit quelque chose de plus que plusieurs n'ont pas. Un charme supplémentaire à son physique très avantageux. Cet accent qui va lui apporter le succès va se faire entendre pour la première fois dans Tiger Roses, un film avec le célèbre Rin-Tin-Tin, le berger allemand le plus connu de l'époque. Tiger Roses a été un succès immense et la carrière au cinéma parlant de Lupe Velez fut également lancée par la même occasion. Étant devenue une star mexicaine adulée par des centaines de milliers de personnes, les médias et les journaux à potins de l'époque cherchent maintenant à en savoir un peu plus sur la vie privée de Lupe. Elle devient alors une habituée des premières pages alors qu'on lui prête des relations amoureuses avec Charlie Chaplin, Clark Gable et plusieurs autres stars masculines. S'il est vrai pour la plupart qu'il y a eu un flirt avec ces vedettes comme pour Clark Gable, certaines restent que des rumeurs totalement fausses. Encore et toujours en 1929, elle rencontre Gary Cooper lors du tournage de Wolf Song, un film romantique. Rapidement, Lupe et Gary vont devenir très proches et une certaine relation va naître. Gary Cooper étant reconnu à la fin des années 20 comme un coureur de jupons accumulant les conquêtes d'un soir, son début de relation amoureuse avec la Mexicaine va faire beaucoup jaser. Et si Lupe Velez était la femme qu'il fallait à l'acteur? Ayant deux personnalités fondamentalement opposées, Lupe étant explosive et imprévisible tandis que Cooper étant très calme et posé, les médias s'arrachent leurs histoires. Si le début de cet amour promet un avenir magnifique, les choses vont rapidement prendre une tournure dramatique, faisant ressortir le côté sombre de Lupe Velez. La relation entre Lupe Velez et Gary Cooper se retrouve alors sur toutes les unes des journaux. Une star déjà bien établie sortant avec la nouvelle venue à sensation. Tout pour faire vendre. Comme je le disais, les débuts de la relation seront assez tranquilles. Le couple sortant régulièrement et se présentant très souvent à des réceptions données par d'autres stars. Mais rapidement, le tempérament colérique et très jaloux de Velez va ressortir. Consciente que son amoureux est un ancien charmeur et qu'il plaît toujours à des millions de femmes, Velez va se mettre à être de plus en plus possessive envers l'acteur qui sera très déplu par ce comportement. Ne pouvant pas toujours être présente sur les plateaux de tournage où travaille Cooper, Velez est donc la malheureuse victime collatérale des ragots apparaissant dans les revues. Elle lit chacune des rumeurs avec attention et interroge son compagnon sur chacune d'elles également. Durant leur relation, Cooper tourne aux côtés de Marlène Dietrich et de Carole Lombard, avec qui il vivrait des relations passionnées et torrides. Des rumeurs qui ne font que mettre de l'huile sur le feu déjà immense de la Mexicaine. En plus d'être jalouse des actrices jouant avec Cooper, Lupe est aussi jalouse de son meilleur ami, Anderson Lowers. Lowers et Cooper se connaissent depuis des années et ont même souvent cohabité ensemble. Chaque fois que Cooper part rejoindre son ami, c'est le drame. La femme se met à pleurer et s'enferme alors dans sa chambre, criant que Cooper ne l'aime plus. Elle croit que ces sorties entre amis ne sont qu'une excuse ainsi qu'un mensonge pour retrouver le soir venu les autres actrices supposément attichées avec l'acteur.
Parfois, ces crises de jalousie vont si loin que l'acteur doit renoncer à ses sorties afin de s'occuper de Lupe. À un certain moment, Velez elle-même va faire circuler une rumeur comme quoi Gary Cooper et Anderson Lowers seraient en fait un couple homosexuel. Cooper ne serait pas réellement amoureux de Velez, voulant dissimuler ses penchants pour les hommes. Une rumeur qui s'avère totalement fausse et qui sera le début de la fin pour le couple. Suite à cette rumeur qui a fait couler beaucoup d'encre à Hollywood, Velez va provoquer un autre véritable scandale. Lors d'une soirée mondaine où se retrouvent plusieurs grands noms du cinéma, Velez perd Cooper dans la foule. Elle se met alors à faire une scène, soupçonnant son compagnon d'être parti la tromper. Lorsqu'elle le retrouve, l'acteur lui explique qu'il était avec Anderson. Choqué par cette réponse, Lupe va déshabiller Cooper devant tout le monde avant de se mettre à le renifler, comme le ferait un chien, diront certains témoins. Cherchant une odeur suspecte, un parfum d'une autre femme ou pire encore, celui de son meilleur ami. Suite à cet incident, le couple aurait quitté la soirée en très mauvais termes. Au cours de l'année 1930, alors que les deux acteurs sont au sommet de la gloire, un incident qui aurait pu très mal se terminer va faire la une des journaux. Après une énième dispute, Velez aurait alors pris un couteau se trouvant dans sa cuisine et aurait poursuivi Cooper. L'homme aurait fini par trébucher sur un meuble se retrouvant au sol, Lupe au-dessus de lui le menaçant avec le couteau. Tentant de s'enfuir, la femme aurait tenté de l'arrêter et aurait sévèrement blessé l'acteur. Transporté à l'hôpital, Gary Cooper aurait eu besoin de plusieurs soins afin de guérir. Cet incident qui aurait pu finir en meurtre n'aura cependant aucune conséquence sur la carrière de Lupe Velez. Cooper refusant de porter plainte contre l'actrice et l'histoire étant considérée comme une simple rumeur. Une rumeur encouragée par le tempérament reconnu de l'actrice. Après cet incident, la mère de Gary Cooper, Alice, va s'inquiéter énormément pour son fils. Alice va essayer de lui faire comprendre que sa relation avec l'actrice est toxique et l'affecte mentalement et physiquement. Au cours de l'année 1930, Cooper perd plus de 40 livres dû au stress permanent que lui fait vivre Velez. Fou amoureux de la Mexicaine, Cooper n'écoute ni sa mère ni son entourage. La jalousie et la possessivité de Lupe Velez va prendre un nouveau tournant au cours de l'année 1931. Elle suit désormais Cooper partout où il va et demande à ce que Cooper soit présent en tout temps lorsqu'elle tourne également. En gros, elle veut que Cooper soit toujours dans son champ de vision. À bout de nerfs et épuisé, Gary Cooper met fin à la relation au milieu de l'année 1931. Lorsque le studio de Cooper apprenne la nouvelle, il lui offre et lui paie des vacances bien méritées afin qu'il regagne du poids et se refasse un certain mental. Cependant, Lupe Velez n'a pas dit son dernier mot. Elle est dévastée par la fin de leur relation et tente toujours de faire revenir Cooper. La mère de l'acteur est cependant une solide adversaire, surveillant son fils nuit et jour jusqu'à son départ en train pour les vacances. Lorsque Cooper arrive à la gare, il entend derrière lui son nom, puis un coup de feu. La balle passe tout près de sa tête avant de s'échouer sur le train. S'ensuit un mouvement de foule immense. Selon plusieurs témoins, ce serait Lupe Velez qui aurait tenté de tirer sur Cooper avant de s'enfuir. Quelques jours après cet ultime accident, Velez tente de démentir les rumeurs et explique aux journalistes: Gary et moi avons mis fin à cette relation parce que ses parents ne voulaient pas qu'il m'épouse. Maintenant, je suis libre et heureuse. Malheureusement pour Lupe Velez, sa relation avec Gary Cooper a exposé au grand public son caractère près de la folie. Sa carrière au cinéma en sera sévèrement touchée. Après sa relation tumultueuse avec Gary Cooper, la carrière au cinéma de Lupe Velez va tranquillement diminuer sans s'éteindre.
On lui donne de moins grands rôles et les studios sont moins à l'aise à l'engager par peur d'un scandale amoureux ou par peur de son caractère très difficile. Après avoir tourné quelques films au cours de 1932-1933, elle prend une pause d'Hollywood pour aller faire des spectacles à New York. C'est une pause du cinéma qui n'en est pas vraiment une, puisque pendant ce temps-là sortent ses films précédemment tournés. Elle disparaît donc pas vraiment des écrans. À New York, les spectacles auxquels elle participe affichent complet et sa popularité est relancée un moment, ce qui lui permet de recevoir des offres de films comme The Half Naked Truth ou encore Palooka. Lupe se met alors à sortir avec John Gilbert, un acteur reconnu. Gilbert a vécu plusieurs histoires d'amour au cours de sa vie et tout comme Cooper, il a la réputation d'être un homme à femme. John Gilbert fut peut-être plus solide que Gary Cooper, puisque quelques mois après avoir quitté Ina Clarke pour la Mexicaine, ils rompt leur relation. Lassé par la jalousie de Velez, Gilbert raconte aux médias qu'il recevait chaque jour des insultes et des menaces de la femme qui était persuadée qu'il la trompait. C'était vraiment un problème de confiance et de jalousie très toxique que possédait Lupe Velez. En 1934, la MGM Studio, qui lui avait fait signer un contrat quelques années plus tôt, décide de ne pas renouveler l'actrice, eux aussi fatigués de ses nombreuses frasques dans les médias. Lorsqu'elle apprend que la MGM ne la re-signe pas, Lupe se rend dans sa loge et va tout détruire sur son passage, brisant un immense miroir qui avait été acheté spécialement pour elle, qui lui permettait de se voir au complet. Ce miroir permettait ainsi à l'actrice de voir ses costumes très sophistiqués, des costumes très extravagants inspirés de la culture mexicaine. Par la suite, Lupe Velez va avoir beaucoup de misère à se trouver des contrats pour des films, mais réussit toujours à se faire engager. Elle signe jamais de contrat à long terme, mais toujours pour 1 ou 2 films avec une certaine compagnie. Au cours de l'année 1933, Lupe rencontre John Westmuller, un médaillé olympique qui a par la suite interprété Tarzan au cinéma. Ils se fréquentent un moment, mais lorsque Westmuller découvre qu'elle fréquente en même temps Errol Flynn, il la quitte. La Mexicaine va cependant retourner vers l'Olympien en 1933, lui jurant que sa relation avec Flynn est terminée. Le 8 octobre 1933, Velez et Westmuller se marient à Las Vegas. Peu de temps après le mariage, plusieurs racontent que les nouveaux mariés se disputent constamment et se battent très souvent. L'année suivante, Lupe demande le divorce et met en cause la violence conjugale comme raison. Après s'être réconciliée, elle annule finalement le divorce. Tout Hollywood sait qu'en vérité, même s'ils disent être réconciliés et avoir retrouvé une certaine quiétude, derrière les portes, le couple se déchire. Il arrive très souvent que Westmuller et Velez se battent parfois très violemment, des disputes qui leur laissent des marques à l'occasion, les empêchant ainsi de respecter leurs engagements. Lors de l'une de ces disputes, Westmuller aurait quitté Velez, la laissant sans nouvelles pendant plusieurs jours, voire des semaines. Afin de faire réagir son mari, Velez aurait acheté un billet de bateau et aurait fait circuler la rumeur qu'elle partait tenter sa chance en Europe. Westmuller se serait alors rendu sur le quai, suppliant sa femme de ne pas quitter le pays. Au milieu des années 30, elle se met aussi à avoir une drôle de réputation dans le milieu du cinéma. Elle n'a pas vraiment d'amis dans le monde des artistes et lorsqu'elle se retrouve dans des soirées mondaines, elle imite les stars du moment. Et c'est pas des imitations qu'on pourrait dire drôles ou très flatteuses, c'est ce que je veux dire, elle prend vraiment les défauts des actrices et les amplifie. Ses cibles préférées sont Marlene Dietrich, Greta Garbo, Gloria Svensson, Katharine Hepburn et Joan Crawford. Toutes des femmes considérées comme des légendes vivantes déjà à cette époque. Ces imitations font souvent rire personne, ce qui met un certain malaise dans les soirées. Si les stars de cinéma se mettent à détester de plus en plus l'actrice et danseuse, le public, lui, est encore très attaché à elle. Ses films ont souvent un beau succès en salle et les critiques soulignent aussi bien ses bons coups que ses mauvais coups, ce qui fait de Lupe Velez une invitée de marque. Elle fait sa dernière apparition sur les planches de Broadway en 1938 dans le fiasco You Never Know.
La comédie musicale avait reçu cependant beaucoup de publicité puisque Velez et sa co-star Libby Holman entretenaient une rivalité immense. Holman et Velez se faisaient supposément les pires coups en coulisses, allant jusqu'à mettre du poil à gratter dans les costumes. Velez aurait aussi frappé violemment sa collègue au visage, lui laissant une marque. À la fin de la production de You Never Know, Broadway ne voudra plus jamais de la Mexicaine, justifiant leur décision par son caractère trop difficile à travailler et ses penchants violents. Entre ses succès au cinéma, la vie privée de Lupe Velez et de John Westmiller fait souvent la une des journaux et est la cible de nombreux ragots. Velez demande très souvent le divorce, certifiant à chaque fois que c'est bel et bien la fin de leur union. Mais elle demande à ce que le divorce soit annulé à chaque reprise. Le couple divorcera officiellement en 1939 après que Westmiller aurait menacé l'actrice de mort. Alors que sa carrière au cinéma américain semble vouloir s'éteindre, Velez retourne donc au Mexique dans l'espoir de relancer l'engouement autour d'elle. Lorsqu'elle débarque à Mexico City, à la fin des années 30, elle est accueillie par plus de 10 000 personnes lui jetant des fleurs et des cadeaux. Elle est ensevelie par les bouquets. Sans surprise, une première production l'engage pour jouer dans La Zandoga, qui sera un succès monstre. Fière de ce succès dans son pays natal, elle tournera 4 autres films dans le pays qui connaîtront un franc succès. Après 2 années complètement folles au Mexique, elle retourne à Los Angeles à la fin de l'année 39 et signe finalement avec la RKO Pictures. Quand elle arrive à la RKO, elle est engagée que dans des films de série B, un choix qu'elle ne comprend pas tout à fait, mais déterminée de montrer aux producteurs qu'elle vaut plus, elle donne tout ce qu'elle a dans ses films. The Girl from Mexico puis Mexican Spitfire seront des succès au box-office, signant du même coup le retour de Lupe Velez aux États-Unis. Mexican Spitfire sera d'ailleurs l'un de ses plus gros succès en carrière. Il est disponible sur YouTube, je vous dis ça comme ça, allez voir ce film, c'est vraiment une bonne petite comédie, j'ai très apprécié. Par la suite, elle tournera surtout dans des comédies musicales ou des drames musicaux pour la RKO. Au début des années 40, la RKO a relancé la carrière américaine de Lupe Velez, qui semblait s'être calmée un peu. Mais en fait, ce n'est pas vraiment le cas, parce que dans sa vie privée, c'est un vrai chaos. Au cours des années 1941-1942, l'actrice accumule les conquêtes et sa jalousie excessive qui met fin à ses relations font la une à chaque mois, voire chaque semaine. Le public attend avec impatience le prochain film de Lupe Velez ainsi que son prochain scandale. Après une relation explosive avec le boxeur Jack Johnson, Velez sortira quelque temps avec un autre boxeur, John Dempsey. Alors qu'elle fait la une de tous les magazines avec ses dernières relations, Lupe va tourner ses 2 derniers films, soit la comédie romantique Ladies' Day, puis elle retourne au Mexique afin de tourner Nana, une adaptation d'un roman d'Émile Zola. Elle rencontre aux États-Unis en 1943 l'acteur mexicain Arturo Di Cordova, de qui elle tombe follement en amour. Ils se connaissaient déjà puisqu'ils avaient tourné ensemble dans le film mexicain La Zandoga en 1938. Ce que la Mexicaine ne sait pas quand elle rencontre l'acteur, c'est qu'il est marié et follement en amour avec sa femme. Le couple a également 4 enfants. Vous l'aurez compris dans cet épisode, lorsque Lupe Velez tombe en amour, elle est prête à tout pour avoir ce qu'elle veut, quitte à avoir un comportement très violent. Lupe fait alors circuler la rumeur que de Cordova l'aurait demandé en mariage et qu'il est désormais fou amoureux d'elle. Elle explique aussi que lorsqu'ils se marieront, elle prendra sa retraite du showbiz afin de garder la maison et leurs futurs enfants. Velez envoie aussi régulièrement des lettres à l'acteur mexicain où elle lui dévoile son amour torride. Peu à peu, Arturo va tomber en amour avec Velez, mais est toujours très attaché à sa femme avec qui il mène une vie paisible et tranquille. Persuadé qu'il demandera le divorce, Velez se met alors à envoyer des lettres de menaces à la femme de l'acteur. Au milieu de l'année 1944, Arturo met fin à la relation extra-conjugale avec la star mexicaine. Peu de temps après qu'Arturo de Cordova ait mis fin à leur relation, Lupe Velez rencontre Harold Raymond,
Raymond est un ancien militaire autrichien ayant combattu les nazis et qui fait maintenant partie du cinéma américain après s'être enfui de la Seconde Guerre mondiale. Cependant, aucun document ne prouve que l'homme ait participé à combattre les nazis et certains des amis de Velez vont affirmer qu'il se servait de l'actrice afin de faciliter son entrée au cinéma. Avec Raymond, Lupe Velez renoue avec sa jalousie maladive et se met alors à sentir les vêtements sales de l'homme, à la recherche d'une odeur inconnue comme elle l'avait déjà fait avec Gary Cooper. La violence est également monnaie courante afin de régler les disputes. En novembre 1944, malade depuis quelques jours, Lupe Velez se rend chez son médecin qui lui annonce qu'elle est enceinte. Sous le choc, Velez est sans mots. Étant une fervente catholique, avoir un enfant hors mariage est un péché mortel. Elle planifie alors un plan. Elle retournera au Mexique jusqu'à l'accouchement, puis elle fera croire aux médias qu'elle prenait soin de sa sœur enceinte. De cette façon, personne ne saura que l'enfant est en réalité le sien et sa réputation sera conservée. Par contre, les sœurs de l'actrice s'opposent à ce plan et Lupe est complètement perdue. À la fin novembre, elle annonce au public qu'elle se mariera avec Raymond sous peu. Raymond accepte alors de marier Lupe, mais sous plusieurs conditions. Il demande à ce que l'actrice signe un document où il est écrit qu'après l'accouchement, ils divorceront puis repartira avec l'enfant. Velez accepte cet arrangement. Mais le 4 décembre 1944, elle rompt ce contrat et met à la porte son futur faux mari. Après avoir mis à la porte Raymond, Lupe Velez se met à paniquer. L'agent de l'actrice, Bo Rose, engagé par la RKO, tente de la calmer et de trouver des solutions. Ils se mettent alors à planifier un nouveau plan. Velez partira pour le Mexique à la fin de l'année 44 afin de se faire opérer par un réputé médecin mexicain. Cette opération serait alors un avortement dissimulé. Mais Velez n'est que très peu enthousiaste par ce plan, l'avortement étant mal perçu dans la religion catholique. Velez se met alors à parler de suicide. Le soir du 13 décembre 1944, Lupe Velez se rend à la première de Zaza, un film avec Isa Miranda où elle a été invitée. Après la projection, Velez et deux de ses amis, l'ex-actrice et l'ex-star du muet Estelle Taylor et Venita Huaki, se retrouvent alors chez Velez. La soirée se passe dans les rires et la joie. Estelle Taylor remarque cependant que la Mexicaine est différente. Elle semble parfois se perdre dans ses pensées avant de revenir subitement. Peu après les coups de minuit, le 14 décembre 1944, Lupe Velez se retire dans sa chambre, disant être soudainement prise de fatigue. Autour de 3 heures du matin, Taylor et Huaki rendent visite à Lupe dans sa chambre et la retrouvent assise sur son lit. Elle leur explique qu'elle a fait une sieste et qu'elle partait les retrouver. Les deux femmes lui expliquent alors qu'elles étaient sur le point de quitter pour rejoindre leur domicile. Après avoir embrassé une dernière fois Lupe Velez, les deux femmes quittent sa maison. Alors que le soleil de la Californie se lève lentement, Lupe Velez se suicide en avalant 75 comprimés de Seconal, un puissant anesthésique qui sert à soigner les insomnies. Lupe Velez était âgée de 36 ans. La Mexicaine est allongée sur son lit, les mains croisées sur son ventre, apprêtée comme la veille, donc bien coiffée et maquillée ainsi qu'avec une sublime robe de soirée. Elle s'est recouverte et entourée de fleurs. Jusqu'à sa mort, Lupe Velez aura fait des mises en scène dignes des plus beaux plans hollywoodiens. Le matin du 14 décembre 1944, sa femme de chambre la retrouve étendue sur son lit après avoir trouvé une note de suicide. À Hérald, que tu me pardonnes, mais que Dieu me pardonne surtout. Je préfère en terminer là, que de porter notre enfant avec honte, puis de le tuer ensuite. Comment, Harald, oses-tu nier un si grand amour pour moi et notre bébé? Bonne chance, Lupe. Lorsqu'elle retrouve cette note de suicide et constatant que Lupe semble inconsciente, la femme de ménage appelle immédiatement la police. Les autorités vont arriver rapidement à la maison de l'actrice avec plusieurs journalistes. La mort de l'actrice sera son dernier scandale.
lendemain de la mort de Lupe Velez, le coroner demande une enquête, puisqu'il éprouve certains doutes concernant le suicide de Velez. Il croit aussi que les notes retrouvées auraient pu être écrites par quelqu'un d'autre. En gros, le coroner croit à une possibilité de meurtre. Les autorités interrogent bien évidemment Harold Raymond concernant la vraie nature de leur relation. Raymond répond sans hésitation aux policiers, mais aussi aux journalistes qui ont été admis dans la pièce, chose que je trouve quand même assez étrange. Raymond explique qu'en réalité, il avait accepté de marier Velez uniquement pour donner un nom à l'enfant qu'elle portait. Puis, par la suite, ils auraient divorcé comme il avait été convenu. L'homme se dit très confus par la note de suicide puisqu'il était clair que leur relation s'était terminée au début du mois de décembre après que Velez l'ait mis à la porte. Il affirme ne pas avoir revu la femme par la suite. Les policiers lui demandent alors pourquoi leur relation s'est terminée. Une raison plutôt simple. Raymond ne voulait pas avoir une relation avec le tempérament volcanique de la Mexicaine. Il explique que dans les derniers jours de leur relation, ils se sont souvent disputés et que Velez l'a frappé à plusieurs occasions. Velez l'aurait également menacé de mort. Alors qu'il était mis à la porte, il serait alors parti avec la conviction de ne jamais revoir l'actrice. Interrogé aussi sur les derniers mois de la vie de Lupe, Raymond déclare que son ex-compagne n'avait pas d'ennemis. Il est certain que bien que Lupe Velez n'est pas une figure appréciée à Hollywood, personne ne la détestait au point de la tuer. Estelle Taylor et Venita Walkie, les deux amies de Lupe ayant passé la soirée de la veille de son suicide avec elle, vont elles aussi être interrogées. Estelle Taylor explique aux policiers que Velez leur avait annoncé sa grossesse avant d'expliquer la relation difficile qu'elle avait toujours avec Raymond. Velez avait confié aux deux femmes ne plus avoir de nouvelles de l'homme depuis plusieurs jours, soit la fin de leur relation. Taylor déclare aussi que Velez avait parlé de suicide, mais convaincu qu'elle ne passerait pas à l'acte, ses paroles n'avaient pas inquiété les deux femmes. Venita Walkie explique que Lupe Velez voulait retourner au Mexique pour l'accouchement, puis tuer le bébé si elle ne trouvait pas de famille à qui le donner. Trois déclarations assez étonnantes pour les policiers ainsi que les journalistes. Suite à ces interrogatoires, le coroner détermine que Lupe Velez a mis fin à ses jours de façon volontaire et a bel et bien écrit sa note de suicide. Le 22 décembre ont lieu les funérailles de Lupe Velez à Hollywood avant que son corps soit transporté au Mexique où elle repose depuis. Mais depuis cette nuit du 14 décembre 1944, plusieurs versions circulent sur la mort de Lupe Velez. Rosa Linda Fregoso, l'autrice de From Bananas to Buttocks, The Latina Body in Popular Film and Culture, parle largement de la vie de Lupe Velez. Elle explique son comportement imprévisible ainsi que ses sauts d'humeur à un trouble de la bipolarité, ce qui expliquerait son comportement parfois très violent avec ses amours. Fregoso est certaine que dans les dernières années de l'actrice, elle basculait constamment d'un état de joie à un état de dépression extrême. Le soir du 14 décembre 1944, cet état dépressif serait arrivé à son apogée, poussant l'actrice au suicide. Fregoso explique aussi dans son livre que bien que Lupe Velez ait été une fervente catholique, elle se foutait bien des normes sociales. C'était pas un problème pour elle d'avoir un enfant sans mari et hors mariage. Sur un autre sujet, un mystérieux personnage va se présenter dans les semaines qui suivent la mort de Lupe Velez, un certain Robert Sladger. Robert Sladger est un étrange personnage qui dira dans les années 70 avoir été secrètement marié à Marilyn Monroe et dira avoir fait des centaines d'entrevues avec plusieurs grands stars de l'époque. Des entrevues où ces stars faisaient des révélations choquantes, mais malheureusement, conservant très mal ces entrevues, Sladger les perdait toujours. C'est juste pour vous donner une idée du personnage un peu louche qu'était cet homme. Sladger se présente aux policiers plusieurs semaines après la mort de la Mexicaine et est dans un certain état de panique. Il explique connaître plusieurs renseignements sur la mort de Lupe Velez et qu'il ne peut plus garder ça pour lui. Interrogé par les autorités, Sladger explique que l'enfant que portait Velez était en fait celui de Gary Cooper, avec qui elle entretenait des relations intimes depuis leur séparation.
Cooper aurait alors refusé d'assumer la paternité de l'enfant et Harold Raymond aurait alors pris le relais. Cependant, Cooper et Raymond se détestaient mutuellement et Cooper aurait menacé de tuer Raymond s'il assumait la paternité de l'enfant. L'acteur de renom aurait tenté de convaincre Lupe d'avorter, mais cette dernière ne voulait rien entendre. Le refus de Cooper d'accepter la paternité ainsi que ses relations amoureuses complexes avec les deux hommes aurait poussé l'actrice à s'enlever la vie. Mais Sladzer ne veut pas dire de qui il détient cette information, ce qui laisse présumer à une histoire inventée de toutes pièces. Dans une autre version qui se rapproche énormément de celle de Sladzer, apportée par les proches de l'actrice, on explique que Lupe Velez savait très bien que l'enfant était de Gary Cooper. Lorsque Raymond aurait découvert la liaison secrète entre les deux stars, il se serait alors emporté et aurait quitté la femme. Velez aurait ensuite dit à Cooper qu'elle était enceinte, et Cooper aurait refusé la paternité. Au bout du rouleau, elle se serait suicidée. La biographe de Gary Cooper, Michelle Vogel, ne rejette pas totalement cette version des faits. Vogel explique que Cooper et Velez, suite à leur séparation, se sont revus à plusieurs occasions de façon publique et intime. Il est donc possible que l'enfant ait été de Gary Cooper. Pour terminer, il est important de mentionner la version des faits qui appartient à la légende. Selon cette légende urbaine, après avoir pris ses comprimés de Seconal, Lupe Velez aurait eu des regrets. Elle se serait alors dirigée vers les toilettes dans l'intention de se faire vomir, puis d'appeler les secours par la suite. Malheureusement, selon cette version, elle n'aurait pas eu le temps et serait morte le visage dans la cuvette. Au matin, ce serait sa femme de chambre qui aurait découvert l'actrice inanimée, le visage dans l'eau des toilettes, morte noyée. Cette version des faits a connu un tel écho que pendant des années, on a pensé que c'était vraiment ça qui s'était passé. Lupe Velez, la tornade mexicaine, a connu une vie aussi bouillante que son caractère. Des décennies après sa mort, on se demande encore pourquoi s'est-elle suicidée. Merci d'avoir écouté Close Up Dramatique. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.